Sans surprise, la présentation du budget primitif 2016 consiste une nouvelle fois à faire reposer sur d'autres vos choix budgétaires. État, Europe, régions, départements et même parfois pleines communes, à vous écouter ou à lire vos nombreuses communications en la matière, rien n'est de la faute de la majorité municipale. À la lecture de votre budget et de sa présentation, seul compterait l'évolution des dotations de l'État. Il suffit pour ça de lire votre dernier tract alerte sur le budget communal qui est particulièrement éclairant, imprimé et distribué à la hâte dans les boîtes aux lettres la semaine dernière aux frais des Dionysiens. Vous avez ainsi choisi d'annoncer vos intentions avant même le début de ce conseil. Vos choix budgétaires étaient également déjà faits en réalité lors du dernier conseil municipal où nous étions pourtant censés débattre des orientations budgétaires, mais sans que l'ensemble des informations nous soient communiquées. Je pense évidemment à l'augmentation des impôts inscrite dans ce budget. Une nouvelle fois, cette attitude n'est pas seulement un manque de respect pour l'opposition de gauche que nous sommes, mais envers la moitié des Dionysiens qui nous ont élus. Dans votre communication, vous dénoncez à nouveau la baisse des dotations pour l'ensemble des communes et vous faites référence à l'ensemble des actions réalisées par la ville. Banderoles, tracts, communiqués, rassemblements, manifestations, vœux multiples. À chaque fois, vous avez été effectivement très mobilisés pour dénoncer la baisse de la dotation forfaitaire. Encore une fois, au risque de me répéter, nous ne trouvons pas légitime que la dotation forfaitaire de la ville baisse pour contribuer au redressement des finances publiques. Toutefois, contrairement à votre communication, qui tend à faire croire que la dotation forfaitaire est votre seule ressource, nous prenons en compte l'ensemble des mécanismes de péréquation pour évaluer les aides directes dont bénéficie la ville. Dans le même temps, nous restons les défenseurs d'un accroissement de la péréquation, et peu nous importe que l'argent provienne des villes les plus riches, tant que l'égalité en faveur des villes populaires comme Saint-Denis s'en trouve renforcée. Pour aller plus loin, nous avions même espéré l'application dès cette année de la réforme des dotations de l'État favorisant plus d'égalité en faveur des zones urbaines en difficulté comme Saint-Denis. Si une telle réforme est difficile à mener dans un contexte financier contraint, une ville comme Saint-Denis a fait les frais du lobbying actif des maires, majoritairement de droite, qui, sous couvert de difficultés techniques, ne voulaient pas plus d'égalité pour les villes populaires. Vous avez néanmoins votre part de responsabilité, car en vous alignant sur l'Association des maires de France, qui ne voulait que rien ne change, vous avez préféré le statu quo que d'essayer de construire un rapport de force favorable à une répartition plus juste des dotations de l'État en faveur des villes comme Saint-Denis. Vous le savez, les modalités de répartition des dotations ont été votées et elles sont censées se mettre en place pour 2017. Mais sans le soutien et la mobilisation des villes qui en ont le plus besoin, il y a des risques que 2017 ne soit pas une année très favorable à la mise en place d'une réforme si ambitieuse en faveur de l'égalité territoriale. Alors j'en reviens à votre communication qui, loin d'être un moyen d'information honnête des Dionysiens sur la situation de la ville, est en réalité un outil de communication politique, pour ne pas dire de propagande. À aucun moment, vous ne parlez de l'augmentation année après année de la dotation de solidarité urbaine, qui cette année encore progresse de 2,4 millions d'euros. On passe donc d'une baisse des moyens accordés par l'État à la ville de 3,8 millions d'euros, annoncée dans votre lettre, à 1,4, ce à quoi il faut encore supprimer la progression d'autres mécanismes de péréquation, comme le Fonds de solidarité de la région Île-de-France, qui progresse de 500 000 euros. Ces mêmes mécanismes de péréquation, pourtant dénoncés par vos amis de l'AMF. Vous ne parlez pas non plus de la forte augmentation des dépenses de fonctionnement dans ce budget. Rien de plus étonnant car les Dionysiens ne comprendraient pas comment les dépenses peuvent progresser autant sans que la qualité du service rendu évolue favorablement. 5% d'augmentation des dépenses réelles de fonctionnement, soit plus de 8 millions d'euros de dépenses en plus qui ne s'expliquent pas uniquement par l'ouverture de nouveaux équipements. Cette forte augmentation des dépenses de fonctionnement s'inscrit dans la continuité des budgets précédents. Et en reprenant les anciens budgets et débats d'orientation budgétaire de ces dernières années, je ne vois rien ne change par rapport au mandat précédent. Cette forte augmentation des dépenses s'inscrit donc, comme je le disais, dans la continuité des budgets précédents. L'an dernier déjà, sur les dépenses de personnel augmentées de 5 millions d'euros et les dépenses de fonctionnement progressaient de 3,6%. On peut dire que là-dessus, au moins, vous avez le mérite de la cohérence et de la continuité. Vous ne présentez donc les mêmes orientations budgétaires que l'année dernière, comme l'année dernière était la présentation des orientations budgétaires des années précédentes.
Des dépenses en hausse et qui ne se traduisent pas par une amélioration du cadre de vie pour les Dionysiens, car si on reprend les priorités que vous inscrivez pourtant dans votre budget, il y a de quoi être circonspect, voire consterné par le manque d'ambition pour la ville. Vos 3 axes qui sont annoncés, mettre en œuvre vos orientations politiques, respecter les engagements de la majorité, poursuivre une action ambitieuse. Vous rappelez ensuite ce que vous entendez par action politique ambitieuse et vos 3 priorités, comme ça a été présenté. Ville éducative, ville populaire, centre-ville rénové. Pourtant, au quotidien, les Dionysiens ne voient pas de changement se produire sur ces différentes thématiques. Les dépenses de fonctionnement sont, quant à elles, en forte hausse une nouvelle année, sans que cela ne se traduise sur le terrain par une amélioration du quotidien des Dionysiens. Dans le même temps, lors du débat d'orientation budgétaire et dans le budget que vous présentez ce soir, les dépenses progressent moins vite comme l'an dernier. Les recettes, comme l'an dernier, augmentent, elles augmentent même de 4 millions d'euros hors levier fiscal, ce que peu de villes ont la chance d'avoir. Vous aviez déjà fait le choix l'année dernière de baisser les investissements qui restaient cependant à un niveau élevé et de réduire l'autofinancement sans augmenter les impôts. Vous n'aviez malheureusement pas touché aux dépenses de fonctionnement. Cette année, vous décidez d'augmenter de 10% les taux d'imposition pour la taxe d'habitation et pour la taxe foncière. Cette augmentation fait suite à une forte augmentation dans le précédent mandat pour laquelle vous aviez atteint la 2e plus forte augmentation parmi les grandes villes de France. Vous annoncez dans votre budget primitif préférer augmenter une bonne fois pour toutes les impôts plutôt que de les augmenter un peu chaque année. D'après vos calculs, une augmentation de 4% aurait même suffi à compenser l'augmentation des dépenses de fonctionnement. Cette augmentation dès cette année de 10% s'inscrit également dans la durée puisque vous nous rappelez que les bases locatives de la ville sont faibles et que vous allez demander à l'État de les réévaluer, ce qui devrait se traduire dans les années futures par une augmentation conséquente des impôts sans toucher au taux. Vous n'avez pas non plus prévu cette année de réduire l'impact de votre augmentation d'impôts pour les familles les plus modestes, comme d'autres villes l'ont fait en décidant dès octobre dernier de renforcer l'abattement pour les familles. Nous ne sommes pas par nature contre l'impôt ou contre toute idée d'augmentation de la fiscalité locale. Encore faut-il que celle-ci soit justifiée et mesurée dans une logique de poursuite d'objectifs. Développer le service public local, maintenir un haut niveau d'investissement, préparer l'avenir. Et enfin, l'augmentation d'impôts, si elle doit intervenir, doit intervenir en dernier recours, quand des réformes pour maîtriser les dépenses sont effectivement prises. Quel est le but de votre augmentation des impôts locaux? Améliorer la qualité du service rendu? Nous avons déjà vu que les augmentations de dépenses de fonctionnement ne se traduiront pas par l'amélioration de la qualité de vie des habitants. Augmenter l'investissement, vous décidez de le réduire de 9 millions d'euros. Après avoir réduit votre plan pluriannuel d'investissement de façon conséquente l'année dernière, vous décidez de réduire à nouveau votre investissement, ce qui se traduira par autant d'équipements en moins pour les Dionysiens, alors que la population continue d'augmenter. La ville renonce à toute ambition. Sur les 40 millions d'euros prévus pour l'investissement, la moitié va aller aux écoles. Et pour l'essentiel, pour la construction de nouveaux groupes scolaires nécessaires pour accompagner le développement démographique de la ville que vous avez voulu. Pour les autres investissements, rien ou presque. Les investissements répondent uniquement à l'urgence, ne se donnent pas les moyens pour améliorer le quotidien des Dionysiens et encore moins pour défendre une ambition écologique, sportive, culturelle, affichée pourtant comme des priorités, mais qui, à regarder les moyens déployés, sont pour l'essentiel des mots, à l'image par exemple du maigre budget d'investissement pour la culture. L'essentiel des investissements futurs en équipements sportifs ou culturels sont ainsi, a priori, repoussés au-delà de 2020. Pour investir, il faudrait mieux gérer la ville. Comment ne pas faire le parallèle entre vos opérations ratées par votre faute, comme l'école Confluence avec près de 5 millions de dépassements en 2015, et comment ne pas le mettre en relation, ces erreurs de gestion, qui va coûter donc cher à la collectivité par rapport à la baisse des dotations, 3,8 millions sur la dotation forfaitaire exclusivement, ou sur l'augmentation de la taxe d'habitation et de la taxe foncière pour 6,6 millions. Mis à part l'augmentation du taux de fiscalité, vous dites vouloir trouver des marges de manœuvre dans vos dépenses de fonctionnement. On ne peut qu'être d'accord, mais ces dernières années, ces dépenses ont explosé et il était déjà urgent de trouver des solutions pour maîtriser cette augmentation.
C'est bien tard car toutes les mesures dont vous parlez auraient pu être mises en œuvre bien plus tôt et c'est autant de moyens qui auraient permis de réduire l'endettement, de renforcer l'investissement pour les Dionysiens depuis plusieurs années. En conclusion, c'est la double peine pour les Dionysiens. Une augmentation de la fiscalité alors qu'ils vivent déjà une situation évidemment difficile et une baisse des investissements de la ville. Une chose est sûre, c'est que vous n'avez pas fait le choix de réduire toutes vos dépenses et en particulier les dépenses de communication. Transformation du magazine municipal en journal des engagements, dont vous êtes le seul à évaluer votre politique, la multiplication des lettres du maire, les pages Facebook sponsorisées, les banderoles et affiches sur les écoles et autres bâtiments municipaux, aucune dépense n'est refusée pour financer votre communication politique. Les Dionysiens payent la facture et vous essayez de leur faire croire, à grand renfort de communication, que rien n'est de votre faute, ni de celle de l'ensemble de la municipalité et de ses choix anciens. Si la ville manque cruellement d'équipements, ce n'est pas votre faute. Si le fonds de roulement a été vidé, ce n'est pas de votre faute. Si des logements se construisent et que la ville a manqué de groupes scolaires, ce n'est pas non plus de votre faute. Si les dépenses de fonctionnement ont explosé ces dernières années et que les dépenses de personnel atteignent 64% des dépenses, ce n'est pas non plus lié à votre gestion de la ville. Si la ville n'a rien fait en matière d'équipements culturels et qu'elle a été très timide sur les équipements sportifs, c'est à nouveau de la faute de l'État. Si la ville doit débourser 5 millions d'euros supplémentaires car elle n'est pas en mesure de respecter son calendrier dans la construction du groupe scolaire Confluence, c'est à nouveau bien sûr sans doute de la faute de l'État. Parce que votre budget se défausse à nouveau de toute responsabilité et fait reposer sur d'autres vos problèmes de gestion, parce qu'il ne répond pas aux attentes et aux problèmes quotidiens des Dionysiens, parce qu'il ne se traduira pas par une amélioration de la qualité de vie dans la ville et entérine des choix politiques avec lesquels nous sommes en partie en désaccord, parce qu'il se traduit par une double peine pour les Dionysiens qui devront payer plus d'impôts locaux sans contrepartie en matière de création de nouveaux équipements ou de développement du service public local. Et enfin, parce qu'il réduit l'investissement et renonce à toute ambition pour notre ville, les élus socialistes et écologistes du groupe L'Ambition à gauche pour Saint-Denis voteront contre ce budget primitif et contre l'augmentation du taux de fiscalité locale. Bonsoir. Donc, je voudrais faire un focus sur les investissements qui baissent de 9 millions, soit près de 20% par rapport à l'an dernier. Donc, chaque année, la population de Saint-Denis augmente et les besoins en équipement avec. Il est donc nécessaire d'investir en conséquence. Malheureusement, en matière d'investissement, la municipalité ne fait que gérer l'urgence tout en laissant de nouvelles opérations de logement voir le jour. Prenons par exemple l'exemple qu'a cité mon collègue Adrien, le groupe scolaire Confluence. Alors que les groupes scolaires alentours étaient saturés et qu'elles n'avaient pas encore la maîtrise foncière du terrain du futur groupe scolaire, la ville a dû construire dans l'urgence, et avec un coût très important, 5 millions, un groupe scolaire provisoire en préfabriqué. Ainsi, initialement prévu pour la rentrée 2015, le groupe scolaire Confluence définitif ne sera livré qu'en 2018. Cet exemple illustre qu'en matière d'investissement, la ville prend le risque d'une mauvaise gestion par défaut d'anticipation. Les besoins des nouveaux groupes scolaires et des rénovations des anciens groupes scolaires représentent la moitié des dépenses d'investissement. Une ligne budgétaire de lutte contre le plomb apparaît, mais il aura fallu attendre les problèmes de l'an dernier au groupe scolaire du Landy pour ça. En revanche, la ville ne répond pas aux autres besoins liés à l'augmentation de la population et au retard accumulé sous les précédents mandats. L'an dernier, déjà, nous avions dénoncé l'absence d'équipements sportifs inscrits au budget. Cette année, une timide avancée est prévue avec l'ouverture d'un gymnase dans la ZAC Montjoie, timide au regard des besoins de la partie sud de la ville. La ville semble également s'attribuer les constructions du collège de Pleyel, construit par le conseil départemental dans le cadre du plan collège porté à l'époque par Mathieu Hanotin, comme les gymnases qui accompagneront la construction des collèges de la Plaine et de Confluence dans les années à venir. La rénovation des terrains synthétiques de football grâce aux moyens accordés par l'UEFA est une bonne chose, mais elle permet uniquement de rénover l'installation sportive déjà existante. De même, la rénovation de la police de la Baleine est nécessaire mais pas suffisante. Vous inscrivez dans un futur hypothétique, au-delà du mandat, la rénovation du parc des sports d'Olonne, qui est pourtant urgente. Vous ne prévoyez pas la construction d'un grand équipement sportif pour la partie sud de la ville. Il ne reste donc plus aux Dionysiens que le choix de croiser les doigts pour que la candidature de Paris soit retenue au JO et que des équipements sportifs voient le jour dans la ville ou à côté, comme avec la construction d'une piscine olympique sur le territoire.
Il y a donc fort à faire en matière d'équipement sportif, où depuis de nombreuses années, vous n'avez pas assez agi, mais c'est encore pire en matière d'équipement culturel. Les investissements culturels ne représentent que 160 000 euros, dont 20 000 euros d'investissement pour le théâtre, pour le TGP, 90 000 euros pour l'éclairage de la basilique et 50 000 euros pour la salle de danse. Bon, voilà, c'est les trois grandes lignes. On peut également y ajouter les investissements de rénovation du bâtiment qui abrite le conservatoire et sa mise en accessibilité. Néanmoins, c'est vraiment un renoncement, Monsieur le maire, quand on sait les engagements que vous aviez pris lors de la campagne municipale. Cet engagement avait disparu après l'élection. Ils avaient disparu des documents budgétaires, notamment lors de votre présentation de votre budget, lorsque vous aviez fait passer votre plan pluriannuel d'investissement de 212 millions à 182 millions. Donc j'espère que les interpellations de l'opposition à ce sujet ont permis de remettre à l'ordre du jour cet engagement, même si vous confiez le soin de sa réalisation à la prochaine équipe municipale. Idem d'ailleurs pour la réalisation d'une salle de spectacle dans l'ancienne piscine Félix Faure. Le groupe des socialistes dénonce, comme je le disais en introduction, la baisse de 9 millions d'euros, soit presque 20% des dépenses d'investissement, ainsi que votre renoncement à préparer l'avenir dans de bonnes conditions. Répondre correctement aux besoins des Dionysiens et des Dionysiennes en matière d'équipement, qu'ils soient éducatifs, sportifs, sociaux ou culturels, est pourtant déterminant pour améliorer le cadre de vie. Nous regrettons donc que l'augmentation considérable des dépenses de fonctionnement empêche de voir inscrit dans ce budget un niveau important d'investissement nécessaire au vu de l'évolution de la population et aussi au regard de ce que font d'autres villes de la même taille et de ce point de vue du retard qui a été accumulé toutes ces dernières années. Comme l'a dit mon collègue Adrien Delacroix, nous dénonçons l'augmentation très importante des dépenses de fonctionnement. Ces dépenses ne sont pas maîtrisées depuis de nombreuses années et ce phénomène ne fait que s'accentuer avec l'ouverture de nouveaux équipements. Si le fait de dépenser plus d'argent parce que la ville gère davantage d'équipements est une chose normale, l'augmentation dans des proportions actuelles l'est beaucoup moins et démontre une mauvaise gestion de votre part. Vous semblez, Monsieur le maire, vous rendre compte qu'aujourd'hui du problème et vous vous décidez enfin à agir pour trouver des marges de manœuvre financières dans ces dépenses. La recherche d'économies dans les dépenses courantes, l'amélioration des conditions de travail des agents, une meilleure maîtrise de sa masse salariale sont essentielles pour stabiliser les dépenses de fonctionnement, tout en continuant de développer les équipements municipaux. Or, comme mon collègue l'a rappelé, le fait que vous n'ayez pas fait ce choix de recherche d'économie en amont représente autant d'argent qui n'a pas été investi ailleurs pour l'amélioration de la ville. C'est aussi une qualité du service rendu aux usagers qui est parfois dégradée. C'est là où le bât blesse. Si nous dénonçons l'augmentation injustifiée des dépenses de fonctionnement, 8,2 millions d'euros à périmètre constant, nous dénonçons également vos choix budgétaires à l'intérieur de ces dépenses. Nous regrettons qu'une ville comme Saint-Denis ne donne pas les moyens d'une ambition culturelle. Aujourd'hui, les dépenses de fonctionnement allouées à la culture ne représentent que 3,8% des dépenses totales de fonctionnement. Si ce budget baisse en pourcentage, on pourrait penser qu'avec l'augmentation des dépenses de fonctionnement, il progresse en valeur ajoutée. Il progresse en valeur absolue, pardon. Eh bien non. Les dépenses culturelles de la ville baissent également, passant de 6,92 millions à 6,85 millions d'euros. Nous regrettons fortement ce manque d'ambition culturelle pour notre ville, d'autant plus, comme l'a dit Sonia Pignot, qui n'est plus là, que la culture est un des biens les plus précieux que nous partageons. Parmi les autres budgets en baisse cette année, alors que les dépenses de fonctionnement sont en hausse, il y a malheureusement le budget dédié à l'accès à l'emploi et le budget consacré à l'accès aux loisirs. D'autres dépenses stagnent, quant à elles, comme l'animation de la ville, l'amélioration des démarches administratives pour les habitants, les dépenses de solidarité ou encore l'accès au logement. Nous ne pouvons que regretter ces choix, alors que dans le même temps, le budget progresse fortement. Parmi les priorités que vous mettez en avant, comme vous l'aviez fait l'an dernier, on constate effectivement que les dépenses inscrites dans le budget sont, comme l'an dernier, en progression. Le soutien au commerce dans le cadre de l'amélioration du centre-ville, l'amélioration du cadre de vie ou encore la lutte contre l'insécurité. Malheureusement, nous ne pouvons que nous inquiéter par le décalage profond entre ce que vous inscrivez dans vos documents budgétaires et ce que vivent les
Dionysiens au quotidien. Votre volonté d'améliorer la qualité de vie avec un espace public aménagé, entretenu et sécurisé se heurte aux réalités du quotidien. Sur la montée en charge de la police municipale, prenons ce premier axe. Vous annoncez comme l'an dernier le recrutement en année pleine de 18 postes de policiers municipaux en plus. Nous savons pertinemment que cela ne sera pas en année pleine, puisque prévu dans le BP de l'an dernier, vous avez terminé leur recrutement en février 2016. Au-delà des effectifs, nous continuons à être demandeurs d'un grand débat citoyen sur l'élargissement des horaires d'activité des policiers municipaux, sur les moyens de mieux coordonner les acteurs de la sécurité et de la tranquillité publique, sur la définition de ces missions prioritaires à l'heure où les privatisations de fait des espaces publics par les vendeurs à la sauvette se multiplient sur Saint-Denis. Quant à la mise en place de la vidéoprotection, on en a parlé longuement ici. Si l'installation des caméras est prévue pour cette année, nous demandons à nouveau que la gestion des images puisse être assurée non pas uniquement par la police nationale, mais également par la police municipale, afin de tranquilliser l'espace public. Puisqu'en attendant, l'insécurité continue sur Saint-Denis. Vous parlez également, dans vos orientations, de renforcer les moyens accordés à la propreté. Nous nous en félicitons, même si ce choix est timide, puisque quand même, il est accordé 300 000 € supplémentaires à Plaine Commune pour améliorer la propreté de l'espace public. La ville ne peut donc rien faire sur cette question comme on nous l'avait si souvent dit. Si les agents de la ville et de Plaine Commune font de leur mieux pour remplir leur mission, nous le reconnaissons, avec souvent des moyens qui sont inadaptés, il faut aussi le reconnaître. Il faut enfin vous donner les moyens de mieux sensibiliser les habitants et les salariés au respect de notre environnement et sanctionner par des amendes dissuasives tous ceux qui continueront à dégrader volontairement l'espace public. Car en attendant, la saleté sur Saint-Denis continue. Sur la question des commerces, si nous entendons bien que les effets de la politique de préemption et d'installation s'inscrivent sur le long terme, les Dionysiens voient malheureusement se multiplier les vendeurs à la sauvette. Alors que dans le même temps, le tissu commercial du centre-ville continue de se dégrader, tant en termes de qualité que de diversité. Nous vous demandons, comme nous l'avons déjà fait dans le cadre de la requalification du centre-ville, une présentation du bilan et une feuille de route que vous proposez dans le cadre de l'amélioration de l'offre commerciale dans le centre-ville. Une précision concernant l'augmentation en matière au niveau commercial. Concernant l'augmentation, la moitié des moyens supplémentaires accordés aux dépenses est constituée du don de 200 000 € accordés par les assurances au commerce pénalisés par l'attentat du Stade de France et l'assaut du RAID rue du Corbillon en novembre. Enfin, au-delà du centre-ville, de nombreux quartiers de Saint-Denis souffrent d'une absence de commerce de proximité. Pleyel, Cosmonaute et d'autres. Et votre budget ne semble pas, là aussi, une nouvelle fois, répondre à cette attente. Alors, monsieur le maire, je m'adresse directement à vous. Votre budget, bien qu'en forte augmentation, est loin d'être à la hauteur des attentes des Dionysiens, et ce, sur l'ensemble des sujets. Mais, fort heureusement, des dépenses de communication permettent de combler vos échecs, puisque visiblement, tout va très bien à Saint-Denis, Madame la Marquise, et que vous tenez bien évidemment l'ensemble de vos engagements. Bien, je prends note, monsieur le maire, que vous prenez quelques libertés avec la liste des inscrits, mais c'est de bonne guerre, puisque je précise que Eubali Bagayoko et Stéphane Peu s'étaient inscrits avant moi, mais c'est pas grave, je vais prendre la parole. Puisque c'est d'usage, là, ce soir, je vais le faire avec un trait d'humour, mais j'ai entendu chaque intervention débuter par une félicitation de son collègue de groupe qui avait pris la parole précédemment, donc je vais à mon tour saluer avec beaucoup d'emphase la qualité des présentations et des interventions de mes camarades et amis Adrien Delacroix, Alice Rascoussier et Aurélie Albo. Je disais ça avec humour parce que tout le monde a commencé ses interventions en disant merci à mon camarade qui a parlé avant moi. Donc ce que je voulais d'abord commencer à dire, c'est que j'ai beaucoup entendu ce soir les termes de posture, de double langage. On nous expliquait que nous, socialistes, sur la base des interventions que je viens de citer, étions dans la posture, étions dans le double langage. Moi, je veux quand même qu'on rétablisse quelques vérités ici ce soir. Attention à ne pas nous faire dire ce que nous n'avons pas dit ce soir et ce que nous n'avons d'ailleurs jamais dit dans cette enceinte depuis 2 ans maintenant. Personne ici, Laurent Russier, n'a défendu la baisse des dotations. Personne dans cette enceinte n'a jamais dit que c'était bien, qu'on félicitait le gouvernement de baisser les dotations aux collectivités locales. Je note d'ailleurs que les socialistes, les communistes et les écologistes sont
au département, puisqu'on en a beaucoup parlé ce soir, vous en avez beaucoup parlé ce soir, rassemblés dans une même bataille pour la renationalisation du financement du RSA. Personne ici, en tout cas, n'a jamais considéré que c'était une bonne chose de tarir les financements des collectivités locales. Simplement, la nuance qu'on a avec vous sur cette question, c'est petit 1, qu'on regrette que la réforme du financement de la DGF qui était prévue pour cette année ait été ajournée, alors qu'elle aurait créé davantage les conditions d'une prise en compte des difficultés sociales des communes. En tout cas que sur le territoire de Plaine Commune, et notamment à Saint-Denis, selon les simulations qu'on pouvait trouver sur le site du journal Le Monde, elle aurait permis une augmentation de la dotation de fonctionnement. Et par ailleurs, on salue, nous, contrairement à vous, l'augmentation de la péréquation. Je rejoins complètement ce que disait Adrien Delacroix tout à l'heure. L'essentiel, c'est qu'au final, l'argent, elle arrive dans les caisses de la ville de Saint-Denis et des villes qui en ont le plus besoin. Cette péréquation, elle augmente, il faut le saluer, elle est insuffisante et on le dit nous aussi, mais je ne veux pas qu'on puisse nous faire dire qu'on est satisfait de la situation actuelle. Personne ne l'a dit, personne ne le dira. Figurez-vous, Laurent Russier, que nous étions quelques-uns, je réponds aussi à Vincent Huette, ça a été évoqué en filigrane dans plusieurs interventions, nous étions quelques-uns aujourd'hui, sous la pluie également en manifestation. Figurez-vous que nous étions quelques-uns, la majorité de ce groupe a voté avec vous le vœu contre la révision constitutionnelle, heureusement enterrée hier. Figurez-vous que nous étions quelques-uns à être opposés à la déchéance de nationalité et que nous étions contre cette révision constitutionnelle. Figurez-vous également qu'on était quelques-uns à être contre le CICE et le pacte de responsabilité. Et figurez-vous, puisqu'on a parlé d'impôts, parce que j'ai pas envie qu'on se fasse de faux procès à nous dire vous les socialistes, vous défendez mordicus telle ou telle mesure, et par contre vous êtes dans la posture quand il s'agit de parler d'impôts. Figurez-vous ici que personne ne remet en cause le principe de l'impôt progressif. On n'est pas opposé par essence à une augmentation de la fiscalité, du recours au levier fiscal. Simplement ce qu'on dit, et c'est là encore une nuance qu'on a avec vous, c'est que l'augmentation de la fiscalité, quand on y a recours, elle doit être assortie d'un certain nombre de conditions. Petit 1, la recherche d'économies de fonctionnement qui permettent d'être sûr qu'on n'a pas de possibilité de faire autrement. Et petit 2, que l'augmentation de la fiscalité, elle doit en priorité servir à financer de nouveaux investissements. Alors, je voulais également vous répondre, Laurent Russier, sur 3 points, parce que vous nous avez d'abord promis une courte intervention, ça n'a pas été le cas, mais c'était un plaisir de vous écouter comme lors de chaque conseil municipal. Mais au cours de votre intervention intéressante, vous nous avez quand même asséné quelques contre-vérités, quelques mensonges et puis quelques beaux exemples d'autosatisfaction. Des contre-vérités sur la position des socialistes à Plaine Commune. Des mensonges un peu faciles sur l'abandon présupposé des politiques de soutien à la petite enfance du conseil départemental et puis un bel exercice d'autosatisfaction sur la politique municipale que vous menez. Des contre-vérités, disais-je d'abord, sur le débat d'orientation budgétaire à Plaine Commune. C'est vrai qu'à Plaine Commune, on a fait valoir un certain nombre comment dirais-je, un certain nombre d'options similaires à celles du président de Plaine Commune, à celles de la vice-présidente aux finances, notamment sur la question de la stratégie budgétaire qui était présentée, qui était proposée. C'est vrai également que visiblement on se rejoint sur un certain nombre de sujets, sur les enjeux métropolitains, sur la nécessaire mise en place d'une péréquation métropolitaine, sur la nécessaire mise en place d'une aide à l'investissement et sur des territoires qui jouent le jeu, de la construction de logements à l'échelle métropolitaine. Mais c'est vrai également qu'on a énoncé un certain nombre de priorités, non pas différentes de celles de l'exécutif actuel de Plaine Commune, mais qu'on entendait mettre en avant davantage que les autres sur la question de l'emploi. Et puis sur la question des espaces publics et de la propreté. Et vous nous disiez, Laurent Russier, que 38% du budget de Plaine Commune serait consacré à cette question. Lors du débat d'orientation budgétaire de Plaine Commune, moi j'avais posé une question, d'abord en disant, parce qu'on ne peut pas dire le contraire, qu'on soit socialiste, qu'on soit communiste ou même à Plaine Commune, qu'on soit de droite à Épinay-sur-Seine ou à Saint-Ouen, personne ne peut dire que l'espace public aujourd'hui, avec la propreté des espaces publics sur le territoire de Plaine Commune, a fortiori à Saint-Denis, la situation est satisfaisante. Personne ne peut le dire. Et donc, nous, on tenait d'abord à le faire remarquer. Et ensuite, moi, j'avais posé une question, parce qu'elle est quand même un tout petit peu d'actualité en ce moment, sur la modification du dispositif de collecte des ordures ménagères. Ça n'aura échappé à personne. Depuis quelques semaines, les bennes de recyclables ne sont plus collectées que tous les 15 jours, alors que, en parallèle, les encombrants sont collectés tous les 15 jours au lieu de tous les mois auparavant.
On a dit qu'on était satisfait que les encombrants soient évidemment plus fréquemment ramassés. Mais en revanche, sur la question de la collecte des recyclables, ça pose un certain nombre de questions. Petit 1, parce que ça va être désincitatif pour les gens qui avaient déjà un peu de mal à pratiquer le tri sélectif, qui rentraient très progressivement et malheureusement pas suffisamment dans les mœurs. Et petit 2, parce que les bennes aujourd'hui, si vous ne les ramassez que tous les 15 jours, elles débordent. Et forcément, quand elles débordent, eh ben, c'est des amas de détritus, des amas de saleté supplémentaires. Donc sur cette question-là, Laurent Russier, non, il n'y a pas de convergence sur tous les sujets. Et j'avais posé un certain nombre de questions. J'avais par ailleurs évoqué un certain nombre de pistes. Je regrette que lors du débat d'orientation budgétaire, aucune réponse ne m'ait été faite sur la question. Et donc nous, on continuera, groupe socialiste, à la municipalité de Saint-Denis comme au conseil de territoire de Plaine Commune à nous mobiliser sur la question de la propreté des espaces publics qui est une priorité impérieuse sur notre ville. Ensuite, je disais stop aux mensonges faciles sur la petite enfance. Vous nous parlez d'abandon des politiques de soutien du département à la petite enfance, d'abandon. Alors c'est vrai qu'il y a un choix qui a été fait par la majorité du conseil départemental, socialiste, écologiste et communiste. Je veux juste rappeler qu'à l'occasion du vote qui a eu lieu il y a quelques semaines, la majorité de la majorité, c'est-à-dire les élus socialistes et écologistes et la majorité des élus Front de Gauche, ont voté le budget qui a été proposé. La maire d'Aubervilliers, l'ancien maire d'Aubervilliers, ils ont voté le budget qui a été proposé. Les deux élus communistes de Montreuil, ils ont voté le budget qui a été proposé. Et en l'occurrence, il y a dans ce budget un choix assumé, mais on y reviendra tout à l'heure, au vu du contexte très compliqué qui est celui que connaissent les collectivités locales et a fortiori les départements, parce que je rappelle que les dépenses obligatoires de solidarité, et notamment le RSA, dont les dépenses sont en explosion depuis un certain temps, et encore plus depuis l'année dernière, dans le contexte que connaît le département sur le plan financier, le choix a été fait de concentrer justement sur la petite enfance les dépenses sur l'investissement plutôt que sur le fonctionnement. Et donc je vais vous faire la liste quand même. Les bénéficiaires de l'ADAGE, l'aide que perçoivent les familles qui font appel à des assistantes maternelles, 6 000 bénéficiaires en Seine-Saint-Denis, c'est 6 millions d'euros par an consacrés à la petite enfance par le conseil départemental. Les crèches départementales, c'est 62 millions d'euros qui sont consacrés par le département. Les subventions aux crèches associatives, qui ne sont pas remises en cause, 1,4 million dans le département. Et puis, évidemment, l'investissement, la rénovation des crèches départementales, l'aide à la construction, à la création de nouvelles places dans les communes qui font le choix d'investir. C'est le plan Petite Enfance et Parentalité que Bali Bagayoko connaît bien. C'est 80 millions d'euros qui ont été votés sur les 6 prochaines années. Donc parler d'abandon, franchement, c'est très excessif et c'est même un mensonge facile. Et puis je ne résiste pas non plus à reprendre, je crois que c'était dans le débat précédent, je crois que c'était Zaya Bougilas qui nous disait sur la question du débat, du rapport sur l'égalité homme-femme, que le choix du département justement allait être lourd d'impact sur la condition des femmes parce que ça allait les empêcher de pouvoir travailler. Évidemment que tout le monde se mobilise pour créer davantage de places, mais que là en l'occurrence la mesure dont il est question, elle n'aura pas d'impact. Elle n'aura pas d'impact sur le reste à charge pour les familles puisque c'est sur la base d'un barème de la CAF. Sur la base d'un barème de la CAF. C'est pas, on ne va pas faire ce qu'on veut, vous n'allez pas faire ce que vous voulez avec les tarifs. Le reste à charge, il est encadré par la caisse d'allocation familiale. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur ces mensonges faciles et puis après sur l'autosatisfaction municipale. Franchement, bel exercice. Et c'est vrai qu'à vous écouter, on peut se laisser porter par votre enthousiasme. C'est toujours... moi j'aime bien parce que on se rend compte que vous faites des choses, on se rend compte que vous y croyez et c'est heureux que vous soyez satisfait du travail que vous faites. Le problème, je vais vous dire, c'est que c'est malheureusement pas le cas des Dionysiens. Et que c'est vrai que les Dionysiens aujourd'hui, comme une majorité de Français, semble-t-il, semblent être assez en colère contre le président de la République, contre le gouvernement. On ne le nie pas, on l'entend, on le voit. Mais par ailleurs, il ne semble pas non plus particulièrement satisfait de la politique municipale que vous menez aujourd'hui. Et franchement, moi je ne me réfugie pas derrière des sondages ou des enquêtes d'opinion pour le dire. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a eu des élections qui ont eu lieu depuis votre reconduite à la majorité de cette ville. Et que lors des élections, alors bien sûr, il y a plein d'enseignements, les gens ne vont plus voter, le Front National progresse, mais en tout cas à Saint-Denis, il y a eu 2 enseignements lors des 2 récentes élections. Petit 1, lors des élections départementales, il y a 1 an, et il ne s'agit pas d'en refaire des tartines parce qu'on veut montrer nos muscles, mais pour la première fois, la majorité qui est la vôtre n'était pas majoritaire
à l'échelle de la ville. C'est quand même un fait que vous ne pouvez pas ignorer. Donc manifestement, les candidats qui se réclamaient de la majorité municipale, et c'était le cas des 3 candidats dionysiens du Front de gauche, n'ont pas réussi à convaincre, en tout cas n'étaient pas majoritaires par rapport à la ligne que nous incarnions localement. Et petit 2, aux élections régionales, même si on peut se féliciter que et Front de gauche et socialistes aient progressé par rapport aux élections régionales de 2010, on note quand même que l'écart se creuse. Voilà, il y a 2-3 éléments qu'on peut regarder objectivement. Alors voilà, on ne défend pas mordicus la politique du gouvernement, loin s'en faut, mais vous soyez un tout petit peu lucide, un tout petit peu modeste aussi quand il s'agit de faire l'analyse de votre bilan. Sur le budget, franchement, il y a 3 trucs qu'on regarde quand on regarde un budget. La fiscalité, le montant des dépenses de fonctionnement et le montant des dépenses d'investissement, si on veut regarder très court. Et qu'est-ce qu'on voit quand on regarde le budget que vous nous proposez, vraiment pour être le plus clair possible? On voit que vous avez recours au levier fiscal, dont acte. On a dit qu'on pouvait y être favorable, qu'on n'y était pas opposé, en tout cas par essence, à certaines conditions. Mais on note dans le même temps que les dépenses de fonctionnement continuent à augmenter, plus 8,15 millions d'euros, même si, bien sûr, j'ai lu avec attention les 3 millions d'euros qui sont conjoncturels, qui sont liés à l'organisation de l'Euro 2016, toujours est-il qu'on parle quand même de masse importante. Et petit 3, que la baisse, enfin que les dépenses d'investissement, elles diminuent. Elles diminuent, ce qui permet quand même, les dépenses d'investissement, c'est ce qui permet de voir la capacité ou non d'une collectivité à se projeter dans l'avenir et à préparer son futur. Et puisqu'on a beaucoup parlé du conseil départemental, Monsieur Privé, dans votre intervention inaugurale, vous avez à plusieurs reprises fait référence et émis des comparaisons. Par ailleurs, le vœu qu'on aura en fin de conseil municipal sur la politique départementale en matière de petite enfance nous laisse penser qu'aujourd'hui, vous avez plus tendance dans votre majorité à considérer ce conseil départemental comme un adversaire que comme un partenaire. Et on va comparer, du coup, ce qui est comparable. On va comparer, puisque les situations financières des collectivités, toutes sont soumises à un certain nombre de difficultés dont on a fait état. Difficultés, je le disais, qui sont a priori plus conséquentes pour les départements au vu, et notamment pour la Seine-Saint-Denis, au vu de l'explosion de leurs dépenses sociales. Le département, dans le même temps, le conseil départemental de Seine-Saint-Denis diminue ses dépenses de fonctionnement. Alors, il a aussi recours au levier fiscal. Il augmente la taxe sur le foncier bâti. Je note d'ailleurs qu'il n'augmente que la taxe sur le foncier bâti. C'est le seul levier fiscal sur lequel il peut agir, qui est payé par les seuls propriétaires. Vous, ce que vous allez nous proposer, c'est la taxe foncière, mais c'est aussi la taxe d'habitation qui est payée par l'ensemble des habitants, sauf ceux qui sont exonérés. Et puis surtout, le conseil départemental, malgré ce contexte, il réussit à augmenter l'investissement. Il ne le stabilise pas, il l'augmente. Investissement de 221 millions d'euros en augmentation de près de 5% par rapport à l'exercice précédent. C'est ça la réalité, si on compare les 2 budgets. Alors je le disais, on n'est pas contre les hausses d'impôts, on peut même y être favorable sous certaines conditions. Simplement, voilà, ce qu'on note aujourd'hui, c'est que vous nous proposez de voter un budget qui prévoit une augmentation de la taxe foncière et de la taxe d'habitation, qui, je le rappelle, est potentiellement payée par l'ensemble des Dionysiens qui n'en sont pas exonérés, pas simplement les propriétaires comme la taxe foncière, non pas pour financer de nouveaux investissements, mais pour financer une augmentation des dépenses de fonctionnement. Et sur l'investissement, j'ai entendu ce que disait David Proulx tout à l'heure, c'est vrai, et franchement, s'il y a bien un domaine, et on l'a dit à plusieurs reprises, dans lequel on vous donne, enfin, dans lequel on est je ne vais pas dire satisfait, mais dans lequel on reconnaît que vous avancez dans la bonne direction, c'est bien les investissements éducatifs. Avec les limites qui ont été posées, notamment par Adrien Delacroix tout à l'heure, sur l'efficacité de la dépense publique en la matière, notamment sur le groupe scolaire Confluence. On a eu à plusieurs reprises l'occasion d'y revenir. Mais en tout cas, vous construisez des écoles, vous êtes sur ce sujet conséquent. Mais en tout cas, quand on est conséquent sur les questions éducatives, mais que dans le même temps, le budget d'investissement diminue, c'est que vraiment à côté, il n'y a plus grand-chose. Et c'est un peu ça la réalité du budget d'investissement et du plan pluriannuel d'investissement que vous nous présentez. Alors j'ai entendu tout à l'heure dans son introduction M. Privé qui nous expliquait la quadrature du cercle et les différentes options qui s'offraient à la ville de Saint-Denis au moment de voter son budget. Soit on recourait de façon excessive à l'emprunt.
Soit on avait recours au PPP, ce qui pour des raisons idéologiques est exclu dans votre majorité. Je rappelle juste que la piscine anciennement municipale est aujourd'hui en délégation de service public et que entre le recours à un prestataire sur la construction bien négociée, bien encadrée d'un équipement et la mise en gestion d'un équipement public, il y a un certain nombre de similitudes qu'il faudrait que vous regardiez de votre côté parce que vous n'êtes pas à une contradiction près. Soit, disais-je, disiez-vous plutôt, on renchérit, on augmente les tarifs des activités municipales, soit on diminue le périmètre du service public. Alors déjà, les activités municipales, le tarif des activités municipales, vous l'avez déjà augmenté depuis le début des mandats. C'est le cas des cantines, c'est le cas des activités périscolaires, c'est le cas du centre de loisirs. Donc cette option-là, vous l'aviez déjà prise. Et donc vous n'aviez pas d'autre choix que d'avoir recours à l'impôt, puisque l'ensemble des autres solutions étaient exclues. Mais à aucun moment, vous ne vous êtes posé la question d'une diminution des dépenses de fonctionnement. Évidemment, David Proult, les dépenses de fonctionnement, c'est du service public. Mais ce n'est pas tout le temps du service public, c'est parfois autre chose que du service public. Ou en tout cas, ce n'est pas toujours du service public efficace et utile aux Dionysiens. Et donc, voilà pourquoi... Alors, on ne peut que se satisfaire quand on lit dans le rapport d'orientation budgétaire il y a un mois ou dans le budget qui nous est proposé aujourd'hui qu'enfin, vous allez chercher à faire des économies de fonctionnement. Mais pourquoi ne l'avoir pas fait plus tôt? Pourquoi aujourd'hui se poser la question de faire des économies? Ça fait quand même un certain temps qu'on se dit dans toutes les collectivités dans toutes les collectivités de France, me semble-t-il, qu'il s'agit de faire en sorte que les euros dépensés en fonctionnement ou en investissement soient utiles aux habitants, soient utiles à nos concitoyens. Et malheureusement, on a l'impression que de votre côté, c'est une réflexion que vous ne faites qu'amorcer aujourd'hui. Alors, on parlait du département tout à l'heure. Vous en avez beaucoup parlé, du coup, je vais en parler moi aussi. Le département, c'est des charges, des dépenses de fonctionnement qui ont diminué de 35 millions d'euros entre 2008 et 2014, quand dans le même temps, l'inflation était de 10%. Le département, c'est moins 55% de dépenses de communication sur la même période, 2008-2014. Je passe sur la suppression de la cérémonie de vœux annuelle dans le hall de la préfecture qui coûtait près d'1 million d'euros par an. C'est moins 19% sur les fournitures via des mutualisations, via des centrales d'achat, chose que vous pourriez mettre en place, chose que vous pourriez faire plus qu'envisager afin de chercher justement à faire des économies de fonctionnement pour dégager de l'argent pour de l'investissement. Voilà, la réalité c'est ça, si on compare les deux budgets. Et alors, bien sûr, vous nous disiez, mais où est-ce qu'on fait des économies? Alors déjà, on commence par réinterroger un certain nombre de dispositifs ou de services qu'on reconduit année après année sans chercher à savoir s'ils sont efficaces, s'ils répondent aux attentes de la population. On pose un certain nombre de critères, on discute, et puis il y a des domaines dans lesquels c'est un tout petit peu plus simple, quoi. Par exemple, les dépenses de communication. Vraiment rien dans le budget pour savoir quelles sont les dépenses, quel est le montant total prévu dans ce budget 2016 pour les dépenses de communication de la ville. Tout juste, voit-on apparaître dans le plan pluriannuel d'investissement qu'il est prévu une dépense de 100 000 € pour la refonte du site internet de la ville. Franchement, déjà, ça fait un peu cher. Le site internet, je ne suis pas sûr que ce soit par ailleurs une priorité et qu'on n'ait pas la possibilité de tirer ça vers le bas, mais en tout cas, rien sur la globalité. Adrien Delacroix y a fait référence tout à l'heure. Enfin, franchement, il y a de la marge de manœuvre sur les dépenses de communication de la ville. Juste ces 15 derniers jours. Ces 15 derniers jours. La fameuse lettre du maire alerte sur le budget municipal où vous anticipiez d'éventuelles oppositions à la hausse d'impôts que vous saviez d'ores et déjà que vous alliez nous proposer en créant un contexte, en créant un climat qui allait permettre du coup de justifier a posteriori cette hausse d'impôts. Distribuée dans toutes les boîtes aux lettres de la ville. De mémoire, ça fait 43 ou 44 000 boîtes aux lettres. Ce petit courrier sympathique que l'ensemble des parents qui ont des enfants dans des crèches municipales à Saint-Denis se sont vus remettre lorsqu'ils venaient chercher leurs enfants, dans lequel, là encore, on exposait un certain nombre de contre-vérités. J'y suis revenu et on y reviendra tout à l'heure en
fin de conseil municipal, sur ça va vous coûter plus cher à cause du département qui pratique l'austérité sur les familles dionysiennes, là encore distribué à tous les parents. Et puis, moi vraiment, enfin, je résiste pas, j'imaginais même pas que ce soit encore possible. Ce journal des engagements que vous avez osé créer, enfin, déjà que le journal, le bulletin municipal, je sais plus comment il s'appelait, n'était pas un modèle de dynamisme en termes de mise en page. Vincent Huet ne me contredira pas sur ce point, lui qui s'y connaît un peu, et d'une objectivité parfaite. Mais alors là, ce que vous avez osé faire, enfin, c'est juste, je sais pas, j'imaginais plus ça possible en 2015. Mais vous avez quand même osé le faire, distribué dans toutes les boîtes aux lettres de la ville. Par ailleurs, tiré bien plus largement que le nombre de boîtes aux lettres de la ville, puisqu'il est disponible partout. Alors on ne peut pas le rater, hein, dans tous les équipements municipaux, il est partout. Moi, j'ai dû l'avoir 2 fois dans ma boîte aux lettres. Je ne vais pas quelque part sans pouvoir me retrouver face à lui. J'attends avec impatience que les élus municipaux viennent toquer chez moi pour me le présenter, en espérant qu'on aura à cette occasion que des élus municipaux, parce qu'il m'a semblé voir par ailleurs, mélange des genres un peu compliqué, un certain nombre de militants politiques non élus dans cette assemblée venir faire du porte-à-porte avec des élus, ce qui pose quand même un certain nombre de questions, surtout quand l'information est relayée sur le Facebook de la municipalité, ce qui pose quand même un certain nombre de questions sur où on s'arrête en termes de communication politique et où commence de communication publique et où commence la propagande politique. Bon, on n'est pas dupe, on regarde, on sait les choses et le moment venu, on saura le cas échéant les faire valoir. Mais faites attention quand même, parce que nous expliquer que vous ne pouvez pas faire davantage vu le contexte et oser, ne serait-ce qu'oser faire ça, voilà, ça pose un certain nombre de questions et bien au-delà, malheureusement, bien au-delà des rangs de cette opposition municipale. Voilà, je termine sur les symboles. Les symboles qui font aussi un budget. Moi, j'aimerais pas être à votre place ce soir parce que on a un peu tendance à l'oublier, mais là, ce que vous nous proposez ce soir, 2 mois après l'augmentation des indemnités que vous avez votées, c'est d'augmenter. Alors moi, je ne vais pas faire le raccourci, je ne vais pas dire que via cette augmentation d'impôts, vous allez financer l'augmentation d'indemnités. Toujours est-il qu'il y a 2 mois d'écart entre ces 2 décisions et que forcément, ce n'est pas très délicat sur le plan des symboles. Ça ne me paraît pas très opportun. Et je vous le dis, voilà, ça manquera pas de bruisser dans la ville cette question. C'est pas très opportun, surtout, et je le dis encore une fois, parce que sur cette question-là, et là aussi, j'ai jamais entendu de réponse de votre part. Quand je comparais la situation de Saint-Denis à la situation de Montreuil sur cette question, comme sur d'autres questions, parce que Saint-Denis et Montreuil, enfin, franchement, on peut difficilement trouver plus comparable comme commune en Seine-Saint-Denis, en tout cas en termes de taille de population. Quand je vous disais que Montreuil avait fait le choix de la modération, n'avait pas fait le choix, déjà en début de mandat, de la position que vous aviez tenue, d'être déjà très près du plafond. Quand je vous disais ensuite que là où vous faisiez le choix d'augmenter sans raison apparente, sans raison valable, en tout cas d'augmenter les indemnités en cours de mandat, quand Montreuil faisait le choix de les maintenir, vous ne m'aviez pas répondu. Montreuil n'a pas encore voté son budget, le votera, je crois, la semaine prochaine. Montreuil, les dépenses de fonctionnement sont maîtrisées. Il n'y a pas de recours au levier fiscal et les dépenses d'investissement augmente par rapport au budget précédent, sous réserve évidemment de vote du conseil municipal la semaine prochaine. Et à Montreuil, ils ont cette réflexion dans cette période difficile, pour les Montreuillois comme pour les Dionysiens, comme pour l'ensemble des Séquaniaux dionysiens. Ils ont fait le choix, bien sûr, de diminuer les dépenses de fonctionnement, d'accorder la priorité aux dépenses d'investissement, de ne pas avoir recours au levier fiscal parce qu'ils pouvaient aussi peut-être se le permettre. Mais ils ont aussi cette réflexion qu'ils ont eue la semaine dernière en bureau municipal et qui fait l'unanimité entre les communistes, les socialistes et les écologistes, non pas de stabiliser ou d'augmenter, mais de diminuer le montant de leurs indemnités de 5%, et c'est ce qui devrait être voté la semaine prochaine. Voilà l'exemple d'une ville en tout cas qui fait des efforts sur les dépenses de fonctionnement, qui s'attache au symbole et qui au final réussit à augmenter les dépenses d'investissement au bénéfice de ces populations. Nous, c'est de ça dont on aimerait que vous vous inspiriez. Et je veux juste terminer en vous disant, tout à l'heure vous disiez, Jacqueline Pavia, que ça doit être facile d'être dans l'opposition. Je ne sais pas si c'est facile, vous savez, nous on
on ingurgite un certain nombre de documents et on est un peu moins nombreux que vous pour le faire. On essaie d'être crédible, on essaie de porter un certain nombre d'oppositions fermes, mais aussi un certain nombre de propositions alternatives, et on l'a fait sur un certain nombre de questions, sur la police municipale, sur la politique sportive, sur de très nombreux sur le droit des femmes en début de conseil municipal, sur un certain nombre de questions. On essaie de porter des propositions alternatives en n'étant pas dans l'anathène, en n'étant pas dans la polémique, mais en étant dans le débat. C'est aussi ce qu'on a essayé de faire à Plaine Commune lors du dernier débat d'orientation budgétaire. Mais quand même, souvent, les portes qu'on ouvre, on n'a pas l'impression que vous avez très envie de rentrer dedans. Et donc, c'est pas facile d'être dans l'opposition. Peut-être, et je dis ça sans polémique, que certains d'entre vous en feront l'expérience dans quelques années. Mais en tout cas, on essaie de faire ce travail. On essaie de faire ce travail le plus sérieusement possible. Et je regrette que quand on émet des propositions alternatives, de votre côté, vous ne les saisissiez jamais. Donc évidemment, en complet accord avec les 3 interventions de mon groupe qui m'ont précédé, je vous le redis, on votera contre ce budget avec détermination, mais également avec l'envie de continuer à nous battre pour cette ville, en ne désespérant pas que d'ici à 2020, vous fassiez d'autres choix politiques qui pourraient cette fois-ci aller dans le sens de l'intérêt des Dionysiens. Déjà, moi je voulais revenir sur... on est au conseil municipal de Saint-Denis, on n'est pas ni à l'Assemblée nationale, ni au conseil départemental, ni au conseil régional. Voilà. Et on avait eu le débat, c'est assez marrant, au conseil de territoire sur voilà, l'échange politique, le débat politique qui se fait dans les assemblées respectives. Et pour ceux qui ont aussi des choses à porter, ils peuvent le faire soit au sein de ces collectivités, soit au sein de ces assemblées, soit essayer de s'y présenter et de se faire élire. Et j'entends qu'il peut y avoir des conséquences, voilà, et tout est dans le tout, mais voilà, personne ici n'est député, certains sont conseillers départementaux, enfin une seule, et en même temps, c'est dans ces assemblées qu'il faut respecter aussi ces assemblées, pour, en tout cas, voilà, qu'on ne se trompe pas de débat. Et que ce soir, le débat, c'est le débat budgétaire de Saint-Denis, à Saint-Denis, au sein du conseil municipal. Moi, je voulais revenir, juste avant, je n'avais pas prévu du tout de le faire, mais sur ce que disait Stéphane Peu, sur... en vrai, je raccourcis le propos, mais c'était dit tel quel, sur, voilà, on est de gauche, mais de droite, quoi, et qu'en fait, ceux qui nous ont élus, c'est des gens de droite. Et donc tout ce qu'on peut dire au conseil municipal, nous n'avons pas la légitimité pour le porter, parce que finalement, on ne se servirait que de voix de droite. Alors, je sais qu'il connaît, tout comme Corentin, assez bien les résultats électoraux. Il peut regarder les résultats des élections présidentielles, le total gauche. Il peut regarder l'évolution des élections. Et donc, ce raccourci pour essayer d'expliquer que finalement, nous ne sommes pas de gauche, mais en plus, nous jouons sur les peurs des Dionysiens. Franchement, je trouve que l'argument, je n'ai pas envie de le caractériser trop fort, mais il est fallacieux. Et surtout, c'est un mépris pour les électeurs qui nous ont fait confiance. Et vous avez le droit de ne pas être d'accord avec eux. On a le droit on porte un certain nombre de différences, et c'est aussi pour ça que ça me donne l'occasion de répondre à Bali Bagayoko. Non, on n'est pas d'accord sur tout. On peut, et bien heureusement, avoir des valeurs communes, puisque tout le monde est de gauche, mais par contre, sur la gestion, sur l'ambition pour la ville, sur le regard lucide, sur son évolution et les mesures à prendre pour lui donner un avenir, oui, on n'est pas forcément d'accord, et on continuera de le dire jusqu'à la fin de ce mandat. Et sans être de droite et sans jouer sur les peurs des uns et des autres. Moi, ça tombe bien, je suis coprésident du groupe socialiste et écologiste et également responsable du Parti socialiste à Saint-Denis. Et donc, moi, j'assume tout ce qu'on écrit. Mais alors vraiment tout. Et d'ailleurs, sur les publications que l'opposition municipale peut sortir, oui, il y a quand même déjà une différence. C'est que les publications de l'opposition municipale, elles sont payées par les adhérents du Parti socialiste, les cotisations des élus, qui, pour information, on est peut-être très exigeant pour nos élus, mais qui reversent entre 50 et 100% de leur indemnité à leur parti. Et c'est ça qui finance nos publications. La grande différence, c'est que votre communication politique, elle est financée par l'argent des Dionysiens. Et vraiment, moi je vous dis, on pourrait avoir un débat d'idées entre le Parti communiste, je sais que le Parti communiste, ensemble, les sous-sensibilités des groupes, Europe Écologie,
à travers des publications des partis politiques ou des groupes politiques. Mais c'est pas la même chose de financer sa communication politique à travers l'argent public que d'avoir une expression des partis. Et ça, c'est quand même quelque chose sur lequel il faut être assez clair. Sur la question de l'impôt, bon, Corentin est largement intervenu dessus, mais oui, on n'est pas opposé en soi sur la question de l'impôt. Encore pas n'importe quel impôt, un impôt progressif, juste, et je pense que tout le monde ici a conscience que les impôts locaux ne sont pas forcément justes. La taxe d'habitation, la taxe foncière. Alors oui, indirectement, les locataires d'un bailleur social, ils payent la taxe foncière puisqu'il faut bien que l'argent vienne de quelque part. D'ailleurs, ça tombe bien, c'est aussi dans ce sens que une bonne mesure, parce qu'il y en a d'autres qui ont été citées, c'est l'abattement de TFPB de 30% sur les logements sociaux dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Stéphane Peu, qui est président de l'Office HLM, connaît l'effet que ça peut avoir aussi bénéfique sur des travaux qui peuvent être pris en charge dans les quartiers pour améliorer le quotidien des locataires. Donc voilà une mesure concrète. Sur la question de la taxe sur les spectacles, alors oui, bon, je veux dire, on peut faire des raccourcis sur... alors, excusez-moi, mais le plaidoyer contre le sport spectacle, le sport business, etc., bon, moi ça me va parce que je suis plutôt sur cette ligne-là. Je ne suis pas sûr d'être majoritaire ni dans mon groupe, ni dans la population, mais... dans ce cas-là, soyons cohérents. Hein. Je veux dire, on aurait pu même s'opposer en soi à recevoir l'UEFA au Stade de France. On n'est pas obligé d'aller au Stade de France d'ailleurs au moment de l'Euro, si on veut dénoncer le sport-spectacle. Voilà, on n'est pas obligé d'assumer. Donc voilà, il faut un petit peu de mesure. Et sur le parallèle, sur ce qui est perdu, moi c'est pas qu'une perte sèche. La taxe sur les spectacles, elle augmente cette année. J'ai vu aussi des contributions dans le budget de l'UEFA et qui profitent indirectement ou directement aux habitants. Je pense par exemple sur la question du terrain du Stade de l'Aune. Mais pas seulement. Et après, le raccourci sur le député ou l'un des deux députés de Saint-Denis qui aurait voté le budget, donc qui est coupable, etc. Bon, il faut être sérieux 2 secondes. Si en plus, il y a bien une fois où la mairie de Saint-Denis s'est souvenue qu'il y avait un député et qu'elle pouvait le solliciter pour porter des amendements et défendre les intérêts de la ville, c'est à cette occasion-là. Donc oui, après, parfois, les choses elles ne marchent pas. Mais de faire porter la responsabilité sur le député Mathieu Hanotin de l'évolution de la fiscalité sur les grands événements, franchement, c'est pas très sérieux. Sur la question de l'impôt, Kamal, il a fait quelques raccourcis, c'est séduisant, et d'ailleurs la délibération elle peut nous amener à ça, sur, voilà, il y a des grandes différences de taux d'une ville à l'autre. Oui, parce que la structure de l'impôt, c'est pas que le taux, et en plus il y a des différences, parce qu'une ville qui n'était pas en intercommunalité jusqu'au 1er janvier, oui, elle assumait l'ensemble des services, ce qui n'était pas le cas d'ailleurs à Saint-Denis. Et d'ailleurs le taux qu'on va voter, il est bien supérieur à ce que vous annoncez, parce que désormais, il englobe aussi la participation de pleine commune. Donc ça, c'est la différence. Mais on a dit sur la question du taux, il y a la question des bases locatives. Donc oui, la situation n'est pas la même d'une ville à l'autre, mais il y a aussi la question du potentiel fiscal. Et oui, Saint-Denis a une population populaire, précaire, qui a besoin d'être aidée et qui n'a pas beaucoup d'argent. Mais en même temps, elle a aussi sur le territoire une économie développée, des entreprises, des sièges sociaux qui certes, si l'impact sur l'emploi est limité, l'impact pour le coup pour les finances publiques, il est très bénéfique. Donc oui, c'est une différence. C'est une différence entre Saint-Denis et Pierrefitte par exemple, qui ne bénéficient pas des mêmes mécanismes de péréquation. Et sur la question de la péréquation, nous on est opposés en soi sur la baisse des dotations forfaitaires, mais faire de la baisse de la dotation forfaitaire, l'alpha et l'oméga, pour expliquer vos choix budgétaires, ce n'est pas possible. Voilà. Parce que y a la péréquation, et on l'a dit, mais dans une ville, moi j'entends que les maires à Neuilly-sur-Seine qui bénéficient d'une baisse de la dotation forfaitaire, voire même qui devient négative, et sans la DSU, ça leur fait pas plaisir de perdre des ressources. Et donc peut-être que oui, ils seront amenés, certains, à augmenter les impôts. Est-ce que ça touche trop de villes? Oui, sans aucun doute. Mais les villes les plus populaires, les mécanismes de péréquation, ils amortissent ça.
Et donc, quand on a une baisse au final de moins de 1 million d'euros et que vous nous proposez une augmentation d'impôt de 6,6 millions d'euros pour l'année prochaine, c'est pas que la question de la dotation, voilà, et c'est pas que l'évolution des dotations. Et est-ce que si on dépense plus d'argent, est-ce qu'on fait mieux ? Non, pas forcément. Et d'ailleurs, il aurait fallu se coordonner un tout petit peu dans les argumentaires. Parce qu'on nous explique d'un côté qu'on va baisser de 20% les investissements, mais que finalement on continue à avoir une ambition pour la ville, mais que par contre, augmenter significativement les dépenses de fonctionnement et la masse salariale, c'est forcément un meilleur service public. Et là, on n'est pas d'accord. Mais on n'est pas d'accord même avec ce que vous pouvez raconter. Parce que désormais, pendant longtemps, vous nous expliquez, vous étiez sur la même stratégie de dire oui, plus de dépenses de fonctionnement et de masse salariale, c'est forcément un meilleur service rendu aux usagers. Ben non. Parce que quand vous nous expliquez qu'il y a quand même désormais un gros souci sur l'absentéisme, sur de la souffrance au travail, sur le fait que que la ville, en plus des agents prévus à l'origine, elle est obligée d'avoir des contractuels, des remplaçants pour faire fonctionner le service public, ça veut dire que l'absentéisme, il a un coût, et donc les problèmes de gestion, ils ont un coût. Et ils ont un coût concret quand on reçoit mal les habitants au service logement de la ville, parce que potentiellement il y a trop d'absentéisme ou qu'il y a besoin de réorganiser le service. Parce que ça ne repose pas que sur l'agent, parce que je suis convaincu, et on est convaincu, que les agents, ils ont envie de bien faire, mais il faut prendre en compte leurs difficultés, mais aussi leur donner un cadre de travail qui leur permet aussi de mener à bien leur mission dans de bonnes conditions et pour rendre un service public efficace aux habitants. Et donc oui, on peut faire parfois, et c'est pas une règle générale, c'est pas une règle d'or de faire mieux avec moins, mais oui, parfois c'est possible. Et il aurait peut-être fallu, et c'est ce qu'on vous dit, il aurait peut-être fallu le faire bien avant pour se dégager des marges de manœuvre qui désormais elles sont difficiles. Bien sûr qu'on rentre dans la quadrature comme certains le disaient, mais c'est la conséquence aussi de votre politique. Le fait d'avoir fermé les yeux sur les difficultés qui désormais vous met dans une position difficile. Bien sûr que quand on regarde juste les chiffres, ça paraît compliqué de faire autrement. Mais je veux dire, et moi je reconnais au moins la cohérence de Fabienne Soulas, de nous dire que finalement, oui, on continue, à peu de choses près, les orientations qui ont été prises depuis de nombreuses années à la ville de Saint-Denis. Et c'est vrai. C'est vrai, on continue. Et 2014, finalement, ça n'a pas changé grand-chose, ou voire même rien du tout, à part parfois un tout petit peu dans le discours. Et donc c'est bien pour ça que, face à votre incapacité à bien gérer la ville, à vous dégager les marges de manœuvre, à laisser filer les dépenses de fonctionnement, à faire le choix de la baisse de l'investissement, que oui, je vous le répète, on votera contre ce budget. Oui, bonsoir à tous. Toutes et tous, oui. Nous nous félicitons que ce soir un débat puisse avoir lieu sur la question de l'égalité femmes-hommes à Saint-Denis, pas faute de la demander assez régulièrement dans ce conseil municipal. Pour autant, nous regrettons que ce rapport découle d'une obligation légale qui a pris effet cette année, et nous aurions pu penser que dans une ville comme la nôtre, avec votre majorité, vous puissiez être à l'initiative et à l'avant-garde sur cette question. Il y a exactement un an, nous vous avions déjà interpellé sur la question de l'égalité femmes-hommes au moment de l'élaboration de votre budget, et nous regrettons que nos propositions, nos remarques n'aient pas été entendues. Donc au-delà des questions de ressources humaines sur lesquelles revient le rapport, vous auriez pu, à mon avis, vous saisir de ça et ouvrir un vrai débat sur la question de la lutte contre les inégalités à l'échelle du territoire. Et cela aurait sûrement permis de détecter les manques évidents en la matière. Les mêmes questions se posent toujours aujourd'hui. Quelle prise en compte des femmes dans l'élaboration des politiques publiques? Quelle place des femmes dans la question de l'appropriation de l'espace public, dans les questions d'urbanisme? Quelle politique de l'emploi? Quelle politique de santé? Quelle réflexion autour de la question de l'éducation, etc., etc. Toutes ces questions restent donc sans réponse. Bien sûr, la fin du rapport laisse potentiellement une ouverture à des perspectives, mais qui restent ici très floues et sans réelle orientation politique et sans moyens. C'est notre première remarque. Cela aurait pu donc encore une fois être l'occasion de poser ce débat, mais visiblement nous n'y sommes toujours pas. Ensuite, sur le rapport en tant que tel, concernant le bilan 2015, des points positifs sont évidemment à noter concernant la formation ou encore l'avancement des agents féminins de la ville. Cependant, la ville est malheureusement largement confrontée aux mêmes problématiques qu'ailleurs.
Et comme nous l'avions signalé lors de la présentation du bilan social, il existe une répartition très sexuée des effectifs chez les agents de la municipalité. Ce n'est pas une exception à la ville de Saint-Denis, bien sûr. C'est malheureusement à l'image de notre société et de la persistance des clichés genrés, notamment dans l'orientation professionnelle, puisqu'une écrasante majorité des postes féminins sont dans les filières médico-sociales, sociales, administratives et une majorité d'hommes dans les filières sportives, techniques et dans la police municipale. Mais n'est-ce pas justement une orientation que la ville devrait prendre en luttant contre les clichés et en faisant la promotion de la mixité des métiers? Quelle information, quelle pédagogie est faite aux agents sur ce sujet? Quelle politique volontariste souhaitez-vous mener pour tenter de casser ces clichés qui ont la vie dure? C'est, à mon avis, la première étape, changer les mentalités pour changer les pratiques, mais bien sûr, cela implique que tous et toutes, dans ce conseil municipal, nous en soyons convaincus et qu'il y ait une volonté politique affichée. La formation des agents et leur sensibilisation à cette question est essentielle. La question de la lutte contre les discriminations quotidiennes, conscientes ou inconscientes, la question des temps de parole et de la mise en responsabilité des femmes sont autant de leviers à développer pour avancer vers la diminution des inégalités hommes-femmes dans les services de la ville. Au-delà de la question des ressources humaines, nous souhaitons également saluer le travail en effet réalisé par la chargée de mission à l'égalité femmes-hommes qui œuvre parfois de façon bien isolée. De plus, sur plein de sujets, il pourrait y avoir des améliorations qui n'auraient pas forcément de conséquences budgétaires massives, on va dire, comme les supports de communication de la ville. Je sais que nous sommes déjà intervenus sur cette question-là dans le cadre du conseil municipal. On ne prend que très peu en compte cette thématique, mais comme on le sait, les mots, les termes, les images sont importantes. Et donc, il y a, à mon avis, un important travail à faire sur à la fois la féminisation des termes, sur également les images qu'on peut renvoyer de clichés à travers certaines photos, etc., etc. Et puis également la lettre d'information, la dionysienne, qui reste malheureusement très peu visible. D'ailleurs, peut-être pourrait être utile au service de la ville et aux élus un guide plutôt bien fait qui a été édité de lutte contre les stéréotypes justement dans la communication publique, qui a été édité par le Haut Commissariat à l'égalité femmes-hommes et qui pourrait peut-être inspirer la ville de Saint-Denis. Enfin, dans ce rapport, et parce que les mots sont importants, je me permettrai juste de souligner une chose. Le 8 mars, nous célébrons la Journée internationale des droits des femmes et non la Journée internationale des femmes. Cela peut paraître pointilleux, mais nous savons également tous ici que les mots et les termes choisis sont importants. Sur cette question, le choix de la thématique choisie cette année, le 8 mars, nous a semblé pertinent, traiter de la reconquête de l'espace public par les femmes. Mais au-delà des événements autour du 8 mars, quelle action la municipalité compte mener pour favoriser cette reconquête et lutter contre la privatisation de l'espace public par les hommes? Enfin, nous prenons donc acte de ce rapport, mais il n'est pas satisfaisant car les perspectives politiques ne sont pas au rendez-vous. Je réitère donc ici, au nom du groupe socialiste, la demande faite l'an dernier d'un vrai débat sur la question de l'égalité femmes-hommes et de vraies orientations politiques sur cette question. L'année dernière, nous avions discuté et débattu de l'élaboration d'un document qui identifierait les axes sur la question de l'égalité femmes-hommes, un budget quasiment transversal qui recenserait, qui pourrait faire le bilan et tracer des perspectives sur cette question-là et qui aurait permis de mettre en lumière les actions de la ville et également de pouvoir en tirer de nouvelles conclusions et donc de nouvelles perspectives. J'espère donc que nous aurons ce débat vite, avant la fin de l'année 2016, comme vous vous y engagez plus ou moins à la fin de ce rapport. Merci.